bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Et merci de nous soutenir sur Tipeee pour maintenir cette ligne éditoriale indépendante. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Une très belle émission aujourd'hui parce que nous allons parler d'un pays dont on a déjà parlé dans les médias, bien évidemment, depuis il y a 2 ans, depuis le début. Mais ce qu'il y a d'intéressant, et c'est un peu la spécificité de nos émissions, c'est qu'on fait des analyses, on a des invités experts, mais surtout et souvent des invités experts qui connaissent le terrain. Et alors là, pour le coup, vous avez invité quelqu'un qui connaît très très bien le terrain, qui a une vraie expérience et expertise de l'Afghanistan, et je vous laisse développer. Oui, aujourd'hui, j'ai invité Alain Copolani, que je remercie. Merci beaucoup d'être venu partager cette émission avec nous, parce qu'il vient de faire un livre que j'ai trouvé très intéressant sur l'Afghanistan. Alors, on l'a ici, hein. C'est l'Afghanistan. Si l'Afghanistan vous était compté. Et pourquoi ce livre est intéressant? C'est parce que, enfin, ce n'est plus un Afghanistan raconté par des correspondants de guerre, des journalistes qui sont restés à l'hôtel pendant 3 jours et qui vous font un livre de 200 pages, ou même qui ont simplement vu des émissions à la télévision, mais c'est par quelqu'un qui connaît le pays. Et c'est là où, en plus, ça devient très intéressant, parce que Alain Copolani, c'est une carrière très particulière. Il a commencé dans la marine, il a continué dans les commandos marines, c'est l'élite de l'élite, hein, dans les forces spéciales de la marine. Et dans les forces spéciales, dans les commandos marines, il était au commando de Pinfintegno, il a été au Mali, il a été en Afghanistan, et il a même été blessé en Afghanistan, au Mali aussi. Mais je retiens l'Afghanistan, pourquoi? Parce que voilà quelqu'un qui a trouvé... Pourtant, il faisait la guerre là-bas, hein. Et la guerre, ce n'est pas quelque chose de particulièrement amusant, mais il a été tellement marqué par ce pays que, dans le fond, il en est tombé amoureux, hein. Et du coup, une fois qu'il a quitté l'armée, eh bien, il consacre depuis ses études, c'est un chercheur, il consacre ses études à l'Afghanistan. Attaquons donc ce problème de l'Afghanistan que vous nous avez si bien traité dans votre livre, pour nous montrer un peu comment c'est l'Afghanistan. Qu'est-ce qui vous a encouragé au point où vous avez dit, bah tiens, allez, je me mets là-dedans et je travaille? Alors, comme vous l'avez dit précédemment, j'ai passé quelques années dans la Marine nationale et j'ai effectué un détachement de 6 mois en Afghanistan et je suis tombé littéralement amoureux du pays. Donc, même si j'ai été blessé, que j'ai vu des choses plus ou moins dures, que ce soit d'un côté, du côté français ou des militaires ou comme du côté de la population, mais c'est vraiment un pays qui m'a marqué par sa beauté, la beauté des paysages, ensuite la gentillesse des gens. Sur plus d'une trentaine de pays que j'ai visités, l'Afghanistan reste quand même celui où les gens sont le plus hospitaliers, et de loin. Donc ça fait toujours un peu sourire les gens quand j'en parle, notamment parce que j'ai été blessé. Mais c'est vrai qu'ils ont un sens de l'hospitalité, peu importe l'ethnie, qui est vraiment très, très important et auquel ils sont vraiment très attachés. On était régulièrement au contact de la population. C'est pour ça que mon analyse aussi est assez fine par moment, ou du moins elle est différente de certains, parce que on est vraiment pendant 6 mois au contact de la population, à rencontrer différents profils, différentes ethnies. Mais à l'époque, la différence, c'est que je ne parlais pas la langue ou les langues du pays. Depuis, vous l'avez appris. Voilà, du coup, je suis passé à l'INALCO, donc l'Institut national des langues et civilisations orientales, et j'ai suivi un cursus complet en persan et en pachto. Et donc, ce sont les 2 langues officielles de l'Afghanistan. Il en existe évidemment d'autres, mais grâce à ces 2-là, on peut communiquer et puis surtout avoir accès à des sources totalement différentes. L'Afghanistan, on en parle, on dit il y a l'Afghanistan, mais l'Afghanistan, c'est pas si simple que ça. C'est un ensemble, hein, de tribus, de corps, je ne sais pas comment vous pouvez les appeler, hein, qui sont tous très différents des autres, parce que souvent, nous, on parle, bien sûr, en France, on nous parle des Pachtuns, parce qu'on avait des relations particulières avec cette zone-là à une certaine époque, mais l'Afghanistan, c'est pas ça, c'est un ensemble. Oui, alors je commencerai par remettre l'Afghanistan dans son contexte géographique. C'est-à-dire, quand on prend une carte, on voit que l'Afghanistan se situe à un carrefour, en fait, entre différentes régions. Vous avez à l'est, donc l'Afghanistan a des frontières avec l'Iran à l'ouest, au nord avec le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, un petit bras de plus de 70 km avec la Chine à l'est, et ensuite une grande frontière de près de 2600 km
entre 2400 km, pardon, entre l'Afghanistan du coup et le Pakistan. Le Pakistan. Une frontière qui est certes plus ou moins reconnue officiellement. Il y a toujours eu des mouvements de contestation depuis la partition de 1947 et l'établissement de la ligne Durand en 1893. Donc, mais sur le plan de l'histoire, et vous en parlez, c'est une zone très montagneuse, vous l'avez dit, mais c'est une zone dans laquelle tous les envahisseurs, les uns après les autres, quels qu'ils soient, d'ailleurs depuis l'Antiquité, tous se sont cassés les reins, n'ont pas réussi à s'installer. Hein. Les Américains étant les derniers à être partis, mais tout le monde s'y est planté, en définitive. Non, exactement. C'est bien ça, donc, quand on regarde l'histoire de l'Afghanistan, enfin, dans son acception actuelle, on constate que beaucoup de peuples ou de gouvernements ont essayé de s'en emparer, ou du moins une partie. Il y a eu beaucoup d'invasions, mais au final, personne n'a réussi à conquérir réellement le pays. Et c'est une des caractéristiques de l'Afghanistan, c'est la période à laquelle toutes les ethnies, toutes les différentes catégories de la population ont réussi à s'unir contre les ennemis ou les envahisseurs. Mais à l'inverse, une fois que ces envahisseurs étaient chassés, après il y a toujours eu des dissensions internes. Ouais. Mais voilà, c'est pour en revenir à l'environnement géographique. Donc tous les pays qui sont autour ont influencé l'Afghanistan. C'est pour ça qu'il y a des disparités au sein de la population, mais aussi de la culture, où on le retrouve même dans les habitus alimentaires. Et cette pluralité d'influences historiques qui s'est répertoriée sur tous les domaines se constate encore actuellement. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est une disparité de la population qui est à chaque endroit ou dans chaque partie de l'Afghanistan des spécificités. Et il y en a d'autres aussi, eu égard à la géographie qui est quand même assez disparate, là encore, en Afghanistan, avec au centre sur une grosse partie de l'Afghanistan, au centre et à l'est, avec le massif de l'Hindou-Kush, beaucoup de massifs montagneux qui sont assez élevés, avec des sommets de plus de 6 000 mètres. Mais toute cette zone-là, qui est couverte de glaciers, il y a plus de quasiment 4000 glaciers qui ont été répertoriés en Afghanistan, sont des sources d'alimentation en eau, non seulement pour l'Afghanistan, mais aussi pour toutes les régions alentours. La chaîne de l'Hindou-Kush qui se prolonge également, donc une partie en Asie centrale, en Asie de l'Est et du Sud-Est. Mais c'est une réserve d'eau pour quasiment 1 milliard de personnes dans le coin. L'eau de l'Afghanistan sert à tous les pays autour, en définitive. Hein. Voilà, donc cette concentration-là, et surtout à partir de ces massifs montagneux, c'est la source qui alimente, ou en grande partie, les cours d'eau qu'il y a en Afghanistan, qui traversent l'Afghanistan. Il y en a 4 grands, à savoir la Moudaria au nord, ensuite quasiment au nord aussi, mais un peu plus bas, vous avez le Hari-Roud, ensuite le fleuve Helmand qui va vers le sud-sud-ouest, ainsi que la Kaboul qui va se jeter, qui est un affluent de l'Indus. Et en fait, ces différents fleuves ou rivières forment ce qu'on appelle des bassins. On a 4 voire 5 bassins, et ce sont eux qui définissent en fait de manière vraiment très schématique les différents biotopes ou les différentes zones d'irrigation en Afghanistan. Et ça, c'est très important d'un point de vue économique et pour le développement, parce que ces fleuves, enfin ces cours d'eau, en fonction du débit, en fonction de leur débit, des précipitations et tout, est plus ou moins important. Et c'est justement un point à développer, donc la gestion de l'eau, mais aussi la maîtrise de cette ressource pour créer des réservoirs pour stocker l'eau, ou alors pour en faire des bassins, des barrages hydroélectriques, de manière à produire l'électricité au niveau national. Donc déjà, les gouvernements précédents ont mis l'accent sur ce développement-là, mais depuis que les talibans sont revenus au pouvoir, il y a beaucoup de projets d'infrastructures qui, eux, sont développés. Oui, parce que l'agriculture est essentielle là-bas, parce que pour la population, elle est très rurale quand même, non? Enfin, l'agriculture correspond à environ un quart du PIB, mais quasiment, presque les 3 quarts de la population vit des activités agricoles, ou en a besoin pour survivre. Et ces activités agricoles, donc, elles sont soit à des fins d'autosubsistance, soit pour vendre ou faire du commerce. Alors justement, on parle agriculture, c'est un peu à côté, en marginal de l'agriculture, mais comme souvent on en parle dans nos pays,
bien sûr, il y a l'histoire du pavot, hein, des pavots. Peut-être je me trompe, alors justement, vous me corrigerez puisque vous connaissez mieux le dossier que moi. Le- les talibans, avant l'arrivée des Américains, les talibans, quand ils sont arrivés au pouvoir, donc c'était il y a longtemps déjà, avaient interdit la culture du pavot au nom de la religion. Et puis, bah, les paysans, ils étaient ruinés parce que là, il y avait une grosse production de pavots. Et moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et du même coup, ils étaient devenus anti-talibans. Alors, quand les talibans sont... Alors, les Américains sont arrivés, bien sûr, ils ont développé la culture du pavot, ça c'est évident, on le sait. Mais quand les talibans sont revenus maintenant, alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont arrêté? Comment ça se passe? L'Afghanistan est toujours un des centres de production du pavot ou c'est en train de se réduire ou c'est contrôlé? Comment ça se passe? Alors, pour répondre à votre question, il y a une grande histoire, une tradition de la culture du pavot en Afghanistan qui Oui. remonterait à l'époque Gengis Khanid, donc à peu près au début du XIIIe siècle et suivant. Mmh. Et le pavot, la culture du pavot est quelque chose de traditionnel. Mmh. Donc, mais pas forcément à des fins pour en produire des dérivés opiacés, mais les graines de pavot peuvent rentrer dans la culture, enfin dans certaines recettes. L'alimentation Voilà, aussi, oui, bien sûr, l'alimentation. oui, tout à fait. Mais dans les années 80, lorsque les soviétiques ont envahi l'Afghanistan, certains religieux afghans ont émis des fatwas, donc des avis juridiques circonstanciés, encourageant la production de pavots Ah, somnifères. pendant que les Russes étaient là, Voilà, déjà, on a encouragé la déjà production. là, parce que le pavot transformé en opium et en dérivés opiacés Bien sûr. servait de revenus, en fait, était une source de revenus pour pouvoir financer le djihad contre les soviétiques, pour acheter de l'armement, du soutien logistique et des choses comme ça. D'accord. Ensuite, donc cette tradition-là s'est vraiment pris de l'ampleur et dans les années 90, tout au début des années 90, l'Afghanistan est devenu le premier producteur d'opium au monde. Les talibans, ensuite, ont continué à encourager la culture du pavot à opium quand ils sont arrivés au pouvoir, au milieu des années 90. Et ça s'est interrompu, en fait, au début des années 2000, lorsque le Mollah Omar a décrété que la culture du pavot à opium et la consommation d'opium étaient interdites et étaient jugées haram. C'est ça. Donc, alors, allant à l'encontre des principes de la du charia. Coran. Oui, Voilà. oui. Du coup, voilà, la production s'est stoppée quasi immédiatement. Les talibans ont été chassés pas d'Afghanistan, parce que beaucoup sont restés, mais sont On retournés change à une vie de normale. costume, oui. Voilà. Et la culture du pavot à opium a repris du poil de la bête, a vraiment repris de l'importance jusqu'à en fait avril 2022, date à laquelle l'amir al-Mouminin, donc Aibatullah Akhundzada, le chef suprême des talibans, a émis un décret ordonnant l'interdiction de la culture du pavot à opium ainsi que sa consommation et la consommation d'autres substances comme tout ce qui était enivrant, mais également les méthamphétamines, les comprimés K et puis des choses comme ça. Et depuis cette date-là, on a assisté à un vrai déclin qui est très, très, très important d'ailleurs dans la majorité des provinces où était cultivé le pavot, de quasiment 95%. Où il y a, selon les estimations, après il y a beaucoup de vues satellites, donc ça reste toujours Bien sûr, on peut voir des par satellite, estimations. on contrôle Voilà, mais les plantations. sous les zones, enfin dans le territoire qui est vraiment sous contrôle taliban, même si c'est un contrôle relatif, la culture du pavot à opium a vraiment diminué de manière drastique. Et c'est, alors selon les Donc dites donc, les talibans, alors ils font des actions morales, alors c'est moral ça pour nous Alors autres. après, tout est relatif, parce que certains sont encore accusés d'avoir spéculé, par exemple, sur le prix de l'opium en ayant anticipé l'interdiction de sa culture et du coup, et de sa production. Du coup, là, la spéculation, on en revient à la finance islamique, c'est un principe qui est quand même, qui va à l'encontre des principes moraux prônés par la charia, la loi islamique. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement qui est en désaccord avec les principes de l'islam. Mais après, il reste toujours des stocks qui permettent aux gens de survivre à leurs besoins. Et on en parlait tout à l'heure. La production ou la culture du pavot en vue d'en faire de l'opium n'est pas forcément à des mauvaises fins.
Oui, Ça peut être de manière temporaire pour un agriculteur de le faire sous une forme de métayage, par exemple, ou sur une petite exploitation, pendant une année ou deux, de manière à avoir des revenus, et des revenus qui vont permettre de subvenir aux besoins de la famille, ou pour financer un mariage, parce que les mariages coûtent très cher également en Afghanistan. Et ces revenus-là qui permettent à des agriculteurs et à des familles entières de vivre. Et ça a été un des problèmes, l'arrêt brutal, l'interdiction brutale plutôt de la culture. Voilà, c'est de ne pas avoir anticipé, en quelque sorte, mais de proposer aux agriculteurs, à ceux qui cultivaient du pavot, une solution alternative. Et c'est vrai que pendant les 20 années de présence de la coalition internationale, peu de choses ont été faites. Après, c'est resté. Il y en a eu, mais ça peut rester marginal selon les provinces. Mais il y a eu le safran, la filière safranière, culture du safran, voilà, qui a été proposée comme alternative. D'ailleurs, c'est le sujet de ma thèse. J'étudie tous les enjeux socio-économiques de la culture et de l'exploitation du safran dans l'Afghanistan contemporain. Et c'est vrai qu'il y a des parallèles intéressants avec la culture du pavot. Mais l'Afghanistan développe vraiment cette filière-là, et le gouvernement actuel, donc l'Émirat islamique d'Afghanistan, souhaite développer et relever l'économie en fait, du pays grâce au développement de l'agriculture, et le safran est une des denrées agricoles par lesquelles ils espèrent avoir plus de revenus. Le ministère a annoncé qu'ils avaient exporté sur le dernier semestre environ 18 tonnes de safran vers la Chine, les pays du Golfe, mais également aux États-Unis ou alors en Espagne, pour un montant d'environ une vingtaine de millions de dollars. Donc ça fait toujours une rentrée. Et là, quand je parle de semestre, là aussi, je l'explique bien dans mon livre, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi préciser, que l'Afghanistan utilise différents calendriers. Donc ça, c'est pas forcément connu, ou des gens ne font pas forcément attention, mais dans les communiqués officiels, lorsque l'on parle d'un semestre, par exemple là dans le cadre du safran, le semestre dernier, ou au premier semestre de l'année, là c'est en fonction du calendrier solaire égérien. C'est-à-dire que le premier jour de l'année commence au 20 ou 21 mars et se termine l'année d'après. Voilà. Donc les trois calendriers sont utilisés. Après, ça dépend vraiment quel groupe l'utilise. Les talibans privilégient les calendriers égériens, solaire ou lunaire, plutôt que le grégorien. L'Afghanistan, on avait parlé de l'agriculture, qui était très important dans ce pays. Mais alors, il y a aujourd'hui, si j'ai bien compris aussi, il y a une volonté réelle de développer une industrie dans tous les domaines, y compris, bien sûr, il y a les problèmes d'énergie avec les pipes qui passent, mais il n'y a pas que ça. Il y a une volonté actuellement de développer des énergies et de l'industrie en général. Oui, l'Afghanistan dispose d'énormes richesses agricoles dans un premier temps, mais également des ressources minérales. L'Afghanistan recèle de terres rares, mais également de fer, de cuivre et de différents minerais. Mais on a aussi du marbre, du talc, il y a du spat fluor, il y a du beryllium, il y a plein de choses. Mais toutes ces ressources-là n'ont pas pu être exploitées correctement, déjà par manque de moyens, mais aussi par manque de sécurité. Et depuis que les talibans sont revenus au pouvoir, le pays connaît une relative période de stabilité après 40 ans de guerre, même si dans certaines provinces, notamment dans le Badakhshan, où le contrôle est plus ou moins effectif. Mais on va dire que dans l'ensemble, la sécurité toute relative a permis d'envoyer un signal fort aux investisseurs en leur montrant que le pays était sûr et qu'ils pouvaient compter sur le gouvernement pour assurer la stabilité et assurer leurs intérêts. Et c'est pourquoi, depuis 2021, donc quand les talibans ont repris le pouvoir, sont rentrés dans Kaboul sans combattre le 15 août 2021, dans les semaines suivantes, certains pays se sont montrés très intéressés, notamment la Chine, pour avoir des contrats dans certains domaines comme l'exploitation des ressources en hydrocarbures, en gaz, ainsi que minérales. Et c'est vrai que c'est une des sources de revenus très importantes de l'Afghanistan. Qui sont ces investisseurs? Alors j'ai entendu la Chine. Est-ce qu'il y a d'autres investisseurs ou partenaires régionaux qui se sont positionnés tout de suite après le départ des Américains? Oui, alors il y a toujours eu des relations historiques plus ou moins tendues selon les périodes entre l'Iran et l'Afghanistan, le Pakistan et l'Afghanistan, mais la Chine, évidemment.
mais d'autres pays d'Asie centrale. Une société minière, je crois, en hydrocarbures d'Ouzbékistan a signé un contrat de près d'1 milliard de dollars sur 10 ans pour la prospection et l'exploitation de gaz ou de pétrole, je ne sais plus trop, dans le nord de l'Afghanistan. Donc ça, c'est typiquement un exemple. Donc ça veut dire qu'il y a du pétrole et du gaz en Afghanistan. Oui, ça a qui n'était pas exploité. Voilà, mais pas exploité, mais pas forcément à cause des raisons sécuritaires. Vous avez pas loin de Kaboul des sites comme Messainag, donc qui est un des plus importants gisements de cuivre au monde, qui n'est pas exploité en raison de la présence d'œuvres archéologiques sur le site. Et en fait, ces œuvres-là, tous les artefacts, ont vocation à être protégés ou enlevés ou alors à être mis dans des musées ou ailleurs. Vous parliez des pays qui sont autour, les pays limitrophes. Comment aujourd'hui, là, maintenant que les talibans ont pris le pouvoir, sont installés, comment sont les relations avec ces pays-là? Alors vous disiez, il a toujours été tendu avec le Pakistan, mais en même temps, les talibans, ils sont venus du Pakistan au début, semble-t-il. En tout cas, ils étaient formés au Pakistan, un certain nombre d'entre eux. La Chine, l'Iran, parce que l'Iran, elle mettait en prison les Pachounes à une époque. Alors, où on en est dans ces relations avec tous ces pays autour? Même qui sont indépendants, qu'il n'y a plus d'Américains, il n'y a plus d'Occidentaux, ils se débrouillent tout seuls. En fait, c'est assez contradictoire. Il faut vraiment nuancer les relations géopolitiques, de mon point de vue. Parce qu'il y a toujours le discours officiel et ce qu'il se fait réellement. On parle de non-reconnaissance de l'Émirat islamique d'Afghanistan, mais ça n'empêche pas les États de traiter avec, d'un point de vue commercial, mais d'envoyer également de l'aide, soit pour soutenir la population ou des projets, ou pour investir directement dans le pays. Dans les années 90, seuls 3 pays ont reconnu le régime des talibans, l'Émirat islamique d'Afghanistan, comme étant, ils l'ont reconnu de manière officielle. Là, actuellement, personne ne l'a fait. Ça n'empêche pas le gouvernement afghan actuel d'avoir des ambassadeurs dans différents pays. Il y en a en Ouzbékistan, il y en a en Chine, il y en a dans différents pays, que ce soit en Asie centrale ou dans la péninsule arabique. Donc il y a quand même des relations. Il y en a en Iran, et l'Iran, par exemple, contribue au développement de l'Afghanistan, notamment dans tout ce qui est agricole. Mais voilà, à côté de ça, il y a les mauvais traitements, on va dire, ou les atteintes aux droits de l'homme, qui là sont avérées des gardes-frontières, par exemple, iraniens ou de la police iranienne sur la population afghane. Récemment, il y a eu une tentative d'un groupe d'une centaine d'Afghans qui a voulu rentrer de manière illégale en Iran, et les gardes-frontières iraniens et la police iranienne a tiré en fait sur ce groupe-là. Après, les évaluations vont d'un bilan allant d'une dizaine de morts à plus de 250. Donc là, les enquêtes sont en cours, je n'ai pas vraiment les chiffres. Mais il y a aussi cette réalité-là. Mais à l'inverse, l'Iran continue de soutenir financièrement certaines parties de la population pour certains types de projets. Et surtout, l'Iran a mis à disposition une partie de ses installations dans le port de Chabahar, dans le sud-est pour leur donner accès à la mer. Voilà, parce que l'Afghanistan est un pays enclavé et n'a pas d'accès direct à la mer. En revanche, il est, comme je disais tout à l'heure, de par sa situation géographique, d'une importance stratégique vitale, ou du moins très importante pour toute la région, parce qu'il permet de connecter l'Asie centrale au sous-continent indien. Donc, quand je parle de sous-continent indien, c'est le Pakistan et l'Inde, mais également la Chine, à l'Iran et beaucoup plus loin. La Chine, justement, comment ça se passe avec les Chinois? Parce qu'il y a une petite frontière, vous l'avez dit, 50 km, c'est pas grand-chose. Mais par contre, c'est la grande puissance qui est à côté. Puis ils ont des besoins, ce serait-ce que miniers. L'Afghanistan, à l'ouest, possède un petit bras qui s'appelle le corridor du Wakhan, ou Wakhan, selon la prononciation, et a une frontière d'environ 75 km avec la Chine, qui débouche directement sur la province du Xinjiang. Et c'est vrai que ce bras de terre, qui est quand même assez élevé et montagneux, est en train d'être développé par le gouvernement chinois, justement pour créer un axe routier qui relierait la province du Xinjiang, donc le côté chinois,
vers l'Afghanistan. Et ensuite, l'Afghanistan permet d'ouvrir, comme je disais précédemment, vers, si on veut aller loin, vers les pays d'Europe. C'est ça, voire c'est une voie de passage. Exactement. C'est les routes de la soie, ça, une voie de passage qui va permettre d'aller vers l'Iran et aller vers ailleurs, exactement, vers l'Europe. La Chine est très impliquée dans le développement de l'Afghanistan pour des raisons de connectivité, mais aussi pour favoriser son accès à elle et ses débouchés, pour pouvoir s'approvisionner en matière première ou en terres rares, même si elle dispose de l'essentiel des terres rares, du moins ce qui est annoncé dans le monde. Si elle pouvait avoir la mainmise aussi sur celle d'Afghanistan, ça lui permettrait de contrôler encore plus le marché. Mais cette connectivité servirait aussi à la Chine d'exporter tout le surplus qu'elle a dans certains secteurs. Donc elle est gagnante. Voilà. Et il y a plusieurs projets de développement actuellement en Afghanistan au niveau des infrastructures, ce qui n'était pas le cas avant que les talibans reviennent au pouvoir. Donc déjà parce que la sécurité est là, et parce que des pays comme la Chine investissent énormément. Il y a les nouvelles routes de la soie, le corridor du lapis-lazuli, mais aussi le projet CAREC 2030, qui a pour objectif de créer vraiment des axes multimodaux en Afghanistan, avec des portions terrestres, soit par route ou alors par voie de chemin de fer, et également des corridors aériens. Les corridors aériens, il en existe entre l'Afghanistan et d'autres pays, notamment la Chine, et c'est un des moyens qui est privilégié pour exporter ou importer des denrées agricoles. Donc là, la Chine, de ce côté-là, investit beaucoup, notamment d'un point de vue financier, mais depuis que les talibans sont revenus au pouvoir, eux ont bien précisé que ce qu'ils voulaient, c'était de l'emploi local. Donc, il pourrait y avoir des conseillers, là on parle de la Chine, mais c'est valable pour tous les pays. L'emploi sera local. Voilà, mais l'emploi doit être local, de manière à favoriser vraiment la population afghane et à créer du revenu pour la population. Et les relations avec la Chine sont décriées par certains en Afghanistan, y compris au sein des talibans, mais plus encore par le groupe État islamique et la branche du Khorasan, parce que la Chine a un comportement avec les Ouïghours qui est plus ou moins décrié, parce que justement à cause de ce mauvais traitement et la gestion des Ouïghours en Chine. Une dernière question, parce que le temps passe, mais c'est passionnant tout ce que vous nous expliquez, parce que vous montrez un peu comment l'Afghanistan d'aujourd'hui, on ne peut pas l'éviter, la famille en Afghanistan. Parce que là, en France, bien entendu, on nous parle de la situation de la femme en Afghanistan, mais comment ça se passe au niveau de la famille? Alors, je dirais que ça dépend des régions. Il y a une bonne partie de la population qui vit quand même en zone rurale, et ce qui se passe dans des villes comme Kaboul, par exemple, ne sont pas forcément représentatifs de ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afghanistan. Kaboul, c'est vraiment à part. Ensuite, dans toutes les grandes villes, qui sont quand même beaucoup plus développées, dans différents secteurs, que ce soit l'énergie, l'accès à la communication ou autres, c'est quand même assez différent des zones rurales où là, la population peut être beaucoup plus traditionnelle et attachée à la famille. Et pour donner un ordre d'idée, il y a environ 35 millions, là encore les sources varient sur le nombre de personnes en Afghanistan, mais il y a environ 35 millions d'Afghans sur le territoire afghan, avec une quasi-parité, donc quasiment autant d'hommes que de femmes. Et c'est vrai que la question de la femme est souvent mise en avant, et elle porte d'ailleurs à controverse, y compris au milieu des membres du gouvernement. Tous ne sont pas d'accord sur la place qui doit être accordée à la femme et puis sur les possibilités, notamment en termes d'accès à l'emploi ou à l'éducation. Et c'est vrai que se priver d'une partie, donc quasiment de la moitié de la population, ça aura un impact de toute façon sur l'économie, parce que les femmes sont quand même actives, que ce soit dans les activités traditionnelles ou alors dans l'agriculture, mais également elles étaient dans d'autres postes administratifs. Et c'est vrai que là encore, les libertés accordées à la femme, de ce que je connais et surtout de ce que j'ai vu, ça dépend aussi de l'ethnie. Et par exemple, les Pashtuns ont parfois plus de contrôle, on va dire, sur la sphère privée et publique que d'autres groupes. Et la communauté, en fait, les communautés locales ont
régissent différemment les relations entre hommes et femmes et surtout la ségrégation socio-spatiale entre les sexes. Mais voilà, la relation à la famille est très forte. Il y a des liens très forts au sein de la famille, mais il y a aussi beaucoup de dissensions. Mais là encore, ça dépend vraiment. Il ne faut pas généraliser et rester sur ce qu'on a vu avec une famille et la généraliser pour toute l'ethnie ou pour toute une région. C'est vraiment, vraiment différent, mais ça reste une société dominante patriarcale. Il semblerait quand même que le pouvoir central, là, c'est plutôt extrémiste, c'est-à-dire que les jeunes filles, les jeunes femmes ne peuvent plus aller à l'école, n'ont plus accès au travail, donc c'est un peu extrême. Voilà, après, il y a toujours des centres, Par rapport au pouvoir central, privés. hein. Oui, oui. Mais pour l'enseignement, il y a toujours des centres privés et aussi le développement du système de madrasa, donc tout ce qui est école coranique ou en sciences islamiques, qui est accessible aux femmes. Après, il faut voir le contenu de ces écoles-là, parce qu'elles apprennent à lire, à écrire, ça permet de sociabiliser aussi les personnes et voir la formation qui débouche après dessus. Mais l'avantage d'étudier les sciences islamiques dans un pays où l'islam est religion d'État, et pas forcément depuis les talibans, mais c'était déjà écrit dans les premières constitutions, enfin dans toutes les constitutions depuis les années 1920. Et l'avantage d'étudier les sciences islamiques, ça permet d'avoir également des arguments pour mieux comprendre la religion et comprendre le rapport qu'ont les hommes avec les femmes ou alors les rapports qu'il y a dans les transactions commerciales. La finance islamique est basée sur les principes de la charia, donc on commence par l'étude des sources scripturaires, à savoir le Coran et les sunnas et les traditions prophétiques. Et c'est vrai que sans cette connaissance-là, toute une partie du commerce n'est pas bien comprise, par exemple. Et c'est vrai que c'est important, pour moi, le fait de ne pas étudier l'islam ou de se refuser à l'étudier, c'est en fait occulter toute une partie de la compréhension de l'Afghanistan. Est-ce qu'on avait des chiffres, PIB, PNB, l'Afghanistan, pendant la présence des Américains? Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire un rapprochement? Et la prospective, vous avez parlé, l'Afghanistan semble avoir un certain nombre de richesses. Est-ce qu'il y a une tangente? Des chiffres, il en existe. Après, des rapports, il y en a eu beaucoup, notamment ceux émanant de la Banque mondiale, même si ça reste des approximations, mais ça me permet d'avoir quand même pas mal d'informations et une bonne appréciation de la situation en fonction des époques et des secteurs d'activité, notamment l'agriculture. Cette part, comme je le disais tout à l'heure, tend à augmenter justement parce que le gouvernement actuel afghan souhaite développer l'économie et relever le pays, enfin redresser l'économie du pays grâce au développement du secteur agricole. Mais des données, là, pour l'année dernière, c'est-à-dire l'année 1402, du coup, du calendrier solaire hégérien, le pays a exporté 1,7 milliard de dollars de produits, essentiellement des fruits, ensuite des plantes médicinales, donc là ça comprend le safran comme je disais tout à l'heure, et également des minerais et des légumes. Et elle a importé 8,6 milliards de dollars de produits. Là, les besoins étaient différents, c'est essentiellement en hydrocarbures, en huile végétale et aussi en matériaux de construction, pièces détachées et des véhicules. Pendant 20 ans, il y avait les Américains. Les Américains ne sont pas les derniers en business. Ils n'ont pas pensé à investir dans les minerais, dans les hydrocarbures, dans les terres rares. Ça les intéresse aussi, les Américains. Il n'y a pas eu cette dimension-là de développement économique. Alors, du développement économique, il y en a eu, mais après, il faut voir dans quelle mesure et dans quelle région également. Parce que les ONG ont été très actives, qu'elles soient françaises ou alors étrangères, mais c'était beaucoup à échelle locale pour le développement de l'agriculture. Ça, c'était des vallées, dans les voilà. vallées. Ouais. Mais à l'échelle nationale, il y a eu beaucoup de choses entreprises. Mais c'est vrai que voilà, quand on regarde les chiffres du département américain ou du cigare, on se demande où est passé l'argent, à part dans l'armement, la formation de forces de sécurité et dans le développement infrastructurel du pays c'est fait dans une certaine mesure, mais là, le gouvernement actuel arrive à le développer très très rapidement, notamment au niveau des routes. Ils font ça à une vitesse assez
assez impressionnante et tout est mis en scène. Mais pour le développement, pendant 20 ans de présence en Afghanistan, voilà, je sais que Oui, on peut je appeler pense ça que de la l'argent... corruption. Il y avait pas mal de corruption. Alors ça, oui, l'Afghanistan a toujours été réputé pour être un pays corrompu. Mais ça, je donne les chiffres dans mon livre. Il y a eu une tendance à la baisse lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils ont mis en avant avant même de reprendre le pouvoir. Dès qu'on reviendra, on chassera la corruption et on fera le ménage. Et y compris, là, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font depuis quelques années, c'est récupérer les terres qui avaient été accaparées illégalement par des gens, des habitants, ou alors des seigneurs de guerre locaux, ou alors par des membres du gouvernement. Donc ça reste des mesures qui sont assez populaires, même si certaines se font chasser du coup de chez eux, mais c'est quelque chose qui n'était pas forcément chez eux. Mais concernant le développement, oui, c'est vrai que l'argent aurait peut-être dû être mis Mieux ailleurs. investi. Et notamment l'argent pour lutter contre la drogue. Le montant était très élevé, mais les résultats étaient très faibles. Très faible, ça. Moi, ce que je retiens, c'est quand même que ce pays est en train de bouger de manière positive, en définitive. Hein. Bon, avec ses problèmes, mais globalement, l'économie se relance, il y a des investissements qui sont faits, il y a des relations avec les pays autour, enfin, ça bouge. Comme il y a des dissensions déjà au sein du gouvernement, notamment concernant le droit des femmes ou le développement d'autres domaines, il faut voir si c'est la majorité au sein du gouvernement actuel qui l'emportera, ou alors si les décisions de l'amiral Mouminin prévaudront toujours sur la pensée du reste du groupe, en fait. Merci pour cette sympathique et intéressante discussion, et puis bonne continuation. Et puis alors, comme je vous ai dit, quand vous aurez avancé sur la finance islamique, il faudra voir qu'on en reparle, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Avec plaisir. Merci. Merci à vous. Écoutez, effectivement, merci parce que pour nous, l'Afghanistan, c'était un pays fermé, à double tour, et finalement, on se rend compte qu'il y a des investissements, il y a des projets, en espérant que ce développement économique de l'Afghanistan permette aux femmes de reprendre une place en Afghanistan. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.